Salut à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Garage que j'aurai le plaisir de présenter avec l'ami Driss Abdi. Salut Driss. Salut Alexandre, comment vas-tu? Bien et toi? Super. Super. Le Garage c'est donc désormais chaque mardi à 13h pour la première diff, avec un peu de retard aujourd'hui, c'est les aléas du direct et des manifs. Mais c'est aussi 24h sur 24 sur le site watch.tv et via les podcasts sur iTunes, c'est gratuit. Vous nous suivez également sur les réseaux sociaux avec le hashtag LeGarageTV. Alors, ce 5e numéro sera raffiné ou ne sera pas, en tous les cas s'agissant des voitures dont nous allons parler aujourd'hui, puisque nous essaierons les nouvelles Volvo XC60 et Mercedes Classe S, avec quelques choix en rab pour cette dernière, vous verrez ça. Et pour parler de tout ça, en mezzanine et en duplex, monsieur Michel Hall. Salut Michel. Salut les fonctionnaires. Non. Non, boss. Non. T'es pas en grève toi? Ah non, j'ai eu beaucoup de mal à monter jusqu'à ma mezzanine à cause des manifs, mais non, tout va bien. Et avec nous sur ce plateau, on retrouve celui qui est aussi à l'aise dans un custom que dans une Bentley. Salut Nico. Salut Alex, salut Driss. Salut. Voilà pour ce qui est du sommaire et des présentations. À tout de suite. Voilà, c'est une des références sur le marché des SUV. La Volvo XC60 revient avec cette deuxième génération dont nous avons pris le volant il y a quelques semaines sur les routes de Provence. Voilà, j'avais envie de vous dire encore un SUV. Bah oui, c'est encore un SUV. Alors c'est quand même pas n'importe lequel. Je veux dire, à chaque fois on dit que c'est pas n'importe lequel parce que c'est le premier d'une génération de telle marque, etc. Non, là c'est la nouvelle génération du XC60. Le XC60 qui, quand il est arrivé en 2008 en première génération, était quand même un des précurseurs du SUV compact premium. On est sur une deuxième génération, donc 100% nouvelle. Il y a quand même des vrais airs de famille avec la première, et puis surtout un air de famille qui pour le coup là est clairement affiché avec Mathieu Turel, son grand frère, le XC90. Le XC90, c'est vrai qu'on pourrait presque dire que c'est un baby XC90. Déjà au niveau design, forcément il y a un lien de parenté évident, et même moi ce que j'adore c'est le traitement intérieur. On retrouve exactement le même traitement. On est dans la même philosophie. Philosophie. Il y a juste l'écran qui est un tout petit peu plus petit. Voilà, c'est à peu près tout. Sinon, il y a une pureté, un soin du détail. Franchement, ça le fait quoi. C'est carrément, c'est la classe à Dallas. C'est même plus que ça quoi. C'est la classe à Godboard quoi. Volvo s'affiche clairement premium. Là où avant ils avaient un petit peu de réticence à employer ce mot-là, aujourd'hui ils le disent. On reçoit un communiqué de presse et Volvo marque premium. Donc pour ça il faut quand même mettre en face quelque chose qui soit premium, et tu as raison de le dire, ce XC60 comme le XC90 comme les berlines et break S et V90 sont aujourd'hui des voitures complètement au niveau des premiums allemandes. Alors oui, moi je mettrais juste une petite nuance, c'est qu'en fait les constructeurs allemands ont encore des motorisations qui vont au-delà de 4 cylindres. Alors, et Volvo justement a fait un trait à... il était réputé pour avoir un 5 cylindres, et là il n'y a rien, il n'y a que des 4 cylindres en fait. Alors il n'y a que des 4 cylindres. Alors là où je te rejoins, c'est un problème pour moi sur un XC90 sur les gros modèles. Sur ce XC60 c'est un petit peu plus cohérent. La voiture est plus petite, plus compacte, donc il est moins essoufflé le 4 cylindres. Là on est sur un quand même D4. Je sais pas, quand tu veux quand même une marque haut de gamme, etc. Il faut quand même aussi, c'est pas qu'un habillage, c'est pas qu'un intérieur, tu as aussi la noblesse du moteur. Il y a la noblesse du moteur. Bon, alors Volvo compense ça avec le modèle très haut de gamme qui est le T8, qui est un hybride rechargeable qui développe en cumulé plus de 400 chevaux. 407 chevaux, ouais. Voilà, donc il y a quelque chose, il y a quand même quelque chose sous la pédale, mais c'est vrai qu'on n'a pas la noblesse du son d'un moteur 5 ou 6 cylindres comme peuvent les proposer les marques allemandes, et même aujourd'hui encore Alfa Romeo. Alfa Romeo d'ailleurs, c'est marrant, moi c'est les deux modèles, donc le Stelvio d'Alfa et le Volvo XC60 qui je trouve donnent un petit peu un coup de pied dans la fourmilière, bien installé des constructeurs allemands, du ronron un petit peu, voilà. C'est vrai parce que alors le Stelvio il a une ambiance sportive unique, il a un dynamisme référent, on l'a tous essayé, et ça reste un SUV mais c'est le plus dynamique des SUV, la plateforme est ultra légère. Le XC60, là où il donne un petit coup de pied dans la fourmilière, c'est que il a son design,
il a son ambiance suédoise qui est unique, voilà, qui n'est pas austère, qui est bien. C'est un design scandinave, hein, c'est comme quand vous arrivez dans un beau salon ou une belle cuisine scandinave, tout est à sa place et on a envie de rien rajouter. Alors, on va parler un petit peu du dynamisme, puisqu'on évoquait le Stelvio. Alors, il y a dans la gamme Volvo, dans la gamme du XC60, il y a une branche qui va aller un petit peu vers plus de dynamisme, qui s'appelle Air Design. Il y a une branche qui va aller vers plus de design et de confort, qui s'appelle Inscription et Inscription Luxe. Alors là, nous, on n'a pas de chance parce qu'on est dans une Air Design, mais qui a une définition de châssis confort. Donc c'est un petit peu confus. Il faut savoir qu'il y a comme une suspension pneumatique qui permet de raffermir un peu la suspension, mais on peut avoir une finition sportive sans avoir le châssis sport. Enfin, voilà, c'est un peu bizarre. Ouais. C'est un peu bizarre. En fait, sur Air Design, quand on prend la suspension pneumatique, ça enlève le châssis sport. Donc du coup, on perd un petit peu quand même l'essence même d'une finition comme ça. Après, il reste quand même un petit package du look. Mais bon, c'est un petit peu dommage. Et donc, du coup, on retrouve, je trouve, le comportement assez confort de la définition Inscription Luxe. Ouais. Et bon, alors, moi, à mon goût, c'est même trop confort. C'est-à-dire que bon, c'est très sain, il n'y a pas de problème. Mais c'est très amorti. Très chewing-gum quand même. Et bon, si on citait Après, en étant normal aussi. Hein. En étant normal, si on citait effectivement le Stelvio référence, qui lui est pour le coup beaucoup plus sportif, sans être non plus tape-cul. Hein. Il y a clairement une différence. Ouais, je trouve qu'en fait, ça va bien avec la philosophie de la voiture. Tout à fait. Donc, au lancement, 4 moteurs, 2 essences, 2 diesel. Il y en aura un petit peu plus à terme. Là, on est également sur un choix de transmission qui est très réduit, puisque c'est 4 roues motrices et boîte auto. Il y aura des 2 roues motrices et des diesels de plus petite, de plus petite puissance. On va démarrer la gamme autour de 38 000 € pour la finir avec le plug-in hybride au-delà des 70 000 €. On va parler un petit peu de la politique tarifaire, parce que certes, c'est un véhicule qui est accessible dans son segment premium. 38 000 €, c'est moins cher que beaucoup. C'est très bien équipé en version de base. Mais il y a aussi cette politique d'option qui amène Volvo à faire, pour le coup, des mesquineries très allemandes. Je pense notamment à l'Apple CarPlay. Ouais, c'est ça, en fait, c'est un petit peu comme les véhicules allemands. En fait, tu as un catalogue d'options pas possible. Et en fait, tu fais tes voitures à la carte. Et là, effectivement, dans la mesquinerie, je pense qu'on pense à la même. Voilà, Apple CarPlay, 350 €, 360 € même. Alors, c'est en série sur les versions inscription, c'est en série sur la version business qui concerne donc les véhicules de flotte. Mais si vous prenez une Air Design ou une finition de base, pour pouvoir brancher votre iPhone, alors attention, vous pourrez le brancher, mais pour avoir bénéficié de l'interface CarPlay ou même de votre Android Auto, c'est pareil, hein, c'est dans le même pack, ça vous coûtera 360 €, donc c'est quand même pas donné. Maintenant, parce qu'il faut quand même conclure, dans le genre, Mathieu, tu as envie d'acheter un SUV, je sais que c'est pas ta tasse de thé, les SUV. Pas du tout. Mais imaginons que ta famille s'agrandisse, papa, je veux une voiture grande, haute sur pattes, etc. Je voudrais un Renault Scénic, non, pas question. Je voudrais un SUV, qu'est-ce que je prends? Est-ce que je mets ce Volvo XC60 sur la liste? Oui, clairement. Ouais. Moi, j'en ai 2, on les a cités. Il y a donc ce XC60 Volvo qui a une ambiance unique, et pour celui qui préfère quand même la sensation de conduite, il y a le Stelvio qui est quand même un cran au-dessus. Voilà, c'est 2 philosophies totalement différentes. Ouais. Le choix va être dur. Hein. Le choix est dur parce que pour le père de famille, il se fera plaisir dans les 2 cas, et, effectivement. Et tu sais quoi, c'est peut-être madame qui va choisir. Comme ça, tu te mouilles pas. Hein. Voilà. Michel, je vais embrayer avec toi, je sais que tu adores les SUV, et je voulais avoir ton avis sur ce Volvo. Il apporte quelque chose au genre, là, elle apporte quelque chose, cette nouvelle version? Oui, il apporte clairement quelque chose, et je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Vous êtes des journalistes du XXe siècle, c'est pas possible. Le bruit du moteur, la noblesse du moteur, tout le monde s'en fout. Clairement, aujourd'hui, tout le monde s'en fout. Il n'y a que des 4 cylindres
dans ce XC60. Il va s'arracher au moins autant que le premier s'est arraché, qui était quand même encore la meilleure des ventes jusqu'au lancement de celui-là, cet été. Et il n'y a aucun problème, ça va marcher comme le XC90 marche et tape notamment Audi en France. D'ailleurs, Volvo est en train de rejouer ce qu'Audi avait fait en Europe il y a 10 ans, c'est-à-dire de miser sur une ligne très soft et très discrète et de tout miser sur l'intérieur notamment, le premium, le vrai premium, ce que Volvo sait faire aujourd'hui. Et ils sont en train de tailler des croupières à Audi en France, clairement. Et ce XC60 va vraiment tailler des croupières à l'Audi Q5. Vous parliez du Stelvio, vous compariez avec le Stelvio qui a le bruit, la noblesse, etc. Mais ça ne marche pas. Le renouveau d'Alfa Romeo en Europe, et notamment en Europe comme partout, ne marche pas. Le plaisir de conduite, tout ce qu'on adore, ça ne marche plus, c'est terminé. On est en 2017. Alors moi j'avais regardé un petit peu les chiffres de vente. Bon, le Stelvio apparemment a quand même l'air de faire redécoller un peu les immatriculations chez Alpha. Mais il partait de rien, donc il partait de rien. Mais tu m'as pas bien compris ce qu'on disait avec Mathieu pendant le reportage, c'est justement ce 4 cylindres, il était cohérent dans le XC60, mais moins dans le XC90. Tu as le droit de pas être d'accord avec la deuxième proposition. Non, mais je suis d'accord, c'est pas cohérent, sauf ce qui se vend en XC90 comme en Audi Q7, c'est du 4 cylindres. Donc partant de là, ils ont raison de faire ce choix-là. Nico ? Moi, alors, j'aime beaucoup ce que fait Volvo en ce moment, pour le coup. Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Michel par rapport à Alpha, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'on a beau faire de belles voitures chez Alfa Romeo, c'est pas ce qui se vend, puis on revient de loin, effectivement, c'est pas gratuit non plus, et Volvo a quand même une grande légitimité en termes de fiabilité, ce qu'Alpha n'avait pas toujours eu, quand même. Maintenant, je trouve que, même en termes de plaisir de conduite, alors je ne l'ai pas essayé, ce XC60, par contre le XC90, je l'ai essayé, j'ai essayé la V90, c'est quand même hyper plaisant, même si on reste sur du 4 cylindres, même si c'est des voitures qui sont hyper agréables à conduire. Donc ça a le mérite ça ne peut que marcher. Ouais. On vous a remis sur le site, sur la page de la voiture, les liens vers les essais des XC90 et V90, comme ça, pour avoir une petite idée des différences, on va dire, d'ambiance à bord de ces voitures. Et Michel, on est vraiment dans un mini XC90 dans ce XC60. Ah, c'est clairement le modèle réduit à 10 000 € de moins, et donc il se vendra d'autant plus. Le XC90 va se vendre un peu aux entreprises, il se vend déjà pas mal, enfin pas mal pour cette gamme-là, mais les très grands SUV se vendent aux entreprises et puis 5% à des particuliers qui auront un petit peu d'argent. Mais ce XC60, on ne s'adresse pas à des familles nombreuses. Les familles nombreuses, de toute façon, ont rarement les moyens de mettre 90 000 ou 100 000 € dans une voiture. Oui. Donc ça s'adresse, le cœur de gamme de Volvo, il est sur ce XC60, clairement. Moi, j'ai l'impression, tu en parlais précédemment, que c'est surtout Audi qui va souffrir de ce XC60. J'ai l'impression qu'on voit beaucoup moins de Q5. J'ai pas les chiffres d'IMAT en tête. Je sais pas si toi, Michel, tu les as. Mais j'ai l'impression. Non, je les ai pas sous les yeux, mais le Q5 commence à vraiment vieillir. Et alors que c'est une nouvelle version. C'est une nouvelle génération. Il a quand même changé. Oui. Quand même. Mais effectivement, il a peut-être pas assez changé par rapport à ce Volvo. C'est ça que tu veux dire. Et la nouvelle génération a quand même un peu plus d'1 an, donc voilà. Ouais, on peut pas dire que ce soit. C'est pas si vieux que ça quand même. Non, mais l'effet nouveauté joue beaucoup dans le ensemble. premium. L'effet nouveauté joue beaucoup dans le premium, où les entreprises changent de voiture tous les 2 ans, et c'est quand même le 80% des ventes. Et donc, on le goût du neuf, et les cadres qui vont rouler avec ça ont le goût du neuf. Et moi, il y en a un autre, alors pour le coup, que je vois réellement, peut-être je me trompe, mais réellement souffrir de ce Volvo, c'est le nouveau X3 chez BMW, qui paraît bien fade à la fois face à ce Volvo, puis même face au Q5. Enfin, on l'a vu récemment à Francfort, et je vous renvoie à l'émission d'il y a un mois là-dessus. BMW, Nico, a sorti quelque chose d'un peu trop passe-partout, je pense, sur ce segment, non ? Oui, complètement. C'est ce que j'avais d'ailleurs découvert là-bas. C'est l'une des déceptions que j'avais chez BMW. Déception, façon de parler. Je le trouvais hyper fade, et il est toujours hyper fade, et je pense qu'il va falloir pour eux avoir de bonnes raisons d'apporter des arguments assez costauds.
autant la troisième génération de X5 fonctionne bien, je trouve, à la base. Bon, elle vieillit aussi, hein, mais là, le X3, je trouve qu'il prend une claque, il ressemble à un X1. Le X1, moi, je l'ai jamais aimé personnellement, hein, en termes de style, hein, mais ça, c'est très personnel. C'est très fade, à mon sens. Le X3 rejoint un peu cet esprit-là, alors que c'était pas le cas avant, donc c'est un peu dommage. On est sur le même schéma. Mais étrangement, BMW, et depuis très longtemps, ne vend pas sur le design, à part les grands coupés et ces choses-là, ne vend pas tellement sur le design, mais ils ont une espèce de clientèle ultra fidèle et qui surfent là-dessus depuis longtemps. Après, une fois que cette clientèle s'en va, ça va être plus compliqué. Mais ils sont dans une autre optique que Volvo et Audi quand même. Et il y a un autre facteur, c'est Mercedes qui sort quand même de beaux SUV depuis quelques temps. Donc autant ils se sont gamellés sur le GLK à l'époque, Mercedes, ça on le sait, ça se vendait pas. C'est vrai que le GLC a l'air de bien. On est en train de remonter marcher, sur à peu près tous les niveaux de SUV, tous les segments. Donc là aujourd'hui, il faut vraiment jouer sur le design, quoi. Et je pense que Volvo est plutôt bien placé là-dessus. Mercedes est très très bien là-dessus aussi. Audi, je trouve que le Q5 a bien évolué. Le Q7, bon, c'est un peu moins, c'est autre chose. Mais en tout cas, le Q5, je trouve on reste dans le même esprit. Bon, il a ses chances aussi. Maintenant, peut-être que les gens sont volatiles là-dessus et ont envie d'aller voir autre chose, hein. Bon, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que sur ce marché des SUV compacts premium, les cartes sont vraiment en train d'être redistribuées. Dans le quintet de tête, hein, il y a toutes les marques premium, et puis il y avait Nissan avec le X-Trail qui joue un peu sur un autre registre. On va voir ce que ça va donner, ça va être intéressant à suivre. Nico, on va changer de braquet, j'ai envie de dire. On va passer dans une grosse limousine. Oui. La Mercedes Classe S, c'est pas n'importe laquelle, puisque là c'est carrément la version 63 AMG. On va peut-être la voir à l'image pour démarrer. On va parler déjà un petit peu de son style. Là voilà, cette Classe S 63 AMG. Qu'est-ce que tu peux en dire? Alors, ce que je peux en dire, c'est qu'elle a pas... Alors, évidemment, c'est un restylage, hein, donc de l'extérieur, il ne s'est pas passé énormément de choses, hein. On voit des modifications au niveau des phares, avec des LED qui sont plus présents, et bien, effectivement, on a un système de phares adaptatifs, hein, un peu comme chez Audi ou chez DM. Matrix LED, c'est le même principe. On a sur la version AMG, on a ces entrées d'air à l'avant qui sont assez imposantes. On a un peu de carbone, on a surtout, alors ce qui est vraiment distinctif au-delà des phares, c'est la face avant, en fait, la grille de calandre qui a un petit peu évolué, mais ça reste vraiment des détails, quoi, pour le coup. Ouais, Driss, ça a l'air de te faire rire. Ouais, t'as l'air vachement fan. Non, j'aime bien, je me dis juste que j'ai eu la chance d'être en classe S ce week-end, et je me dis qu'il y a quand même un décalage entre le segment sur lequel, la clientèle qui est visée par ce type de voiture. C'est vrai que c'était un voyage, tu vois, hyper confort, etc. Et là, tu m'en proposes une en AMG, je me dis que si je suis derrière dans l'AMG, je veux pas que tu me secoues non plus, tu vois, dans une classe S. Alors, Nico, t'en as pris le volant. On va faire un petit tour à bord de la voiture. Et tu es avec l'ami Cédric Pinatel. On regarde et on se retrouve dans 2 minutes. Bon, alors, on n'est pas encore sur les petites routes, là, on est sur autoroute, hein. Ça reste une routière, t'en penses quoi? C'est comme devrait être une classe S, c'est-à-dire que c'est un confort absolument hallucinant. Il n'y a aucun bruit d'air. Bon, évidemment, là, je pense qu'on a quand même du double vitrage. Il y a un univers aussi intérieur que j'adore dans cette voiture. Alors, je suis pas fan de la présentation intérieure de celle-là, de ce modèle-là. Bon, après, c'est un intérieur carbone parce que c'est la S63 AMG qu'on a. Donc, ils l'ont rendu un peu plus masculine, sportive. Oui, mais alors, ça, de toute façon, c'est le client décide. On met du bois, on met ce qu'on veut, on met du jaune fluo si on a envie, on peut tout faire. Hein. Mais je trouve que vraiment, l'univers à bord est tellement apaisant dans cette voiture. Ouais. C'était déjà le cas avant le restylage, et là, bon, c'est encore mieux, c'est encore plus joli. Je trouve ça, c'est parfait, quoi. C'est même plus beau. Alors c'est mieux qu'avant, Nico? C'est mieux qu'avant. Parce que c'était quand même déjà pas mal. C'était pas mal. Alors ils ont réussi à faire mieux en termes d'ergonomie déjà. Ouais. Je trouve que le volant est pas forcément. Alors on en parlera du volant. Ouais, c'est vrai que ça fait partie des petits défauts. On en parlera tout à l'heure. Oui. Mais il y a beaucoup en termes de présentation. Ouais. Alors la présentation est pas très belle. Par contre, il y a la chose positive globale, c'est qu'ils ont récupéré en fait la technologie de la classe E, tout l'intérieur, le double écran. Qui était un peu disgracieux d'ailleurs sur l'ancienne classe S avec ce plastique autour, c'était moche, hein, et c'est probable que ça évolue très très vite dans ce domaine. Là on a un écran qui est quand même beaucoup plus
beaucoup plus chouette. C'est vraiment inspiré de la classe E. Hein. D'ailleurs, toute l'ergonomie, on a deux petits boutons, deux petits trackpads intégrés en fait au niveau du volant qui permet de se balader sur dans deux domaines différents, l'écran central et l'écran au niveau des compteurs. C'est bien fait. Vraiment, c'est d'un point de vue ergonomie et tout, c'est pas mal. Puisque tu parles du volant, on va le regarder ce volant. Ça avait l'air d'après les retours que vous en faisiez en préparation de ce sujet, ça a l'air d'être un problème pour vous, ce nouveau volant Mercedes. Alors il y a notamment, donc tu parlais de ces trackpads, et puis des commandes qui ont été déplacées par rapport à là où elles étaient avant. Alors je précise que là on est sur le volant AMG. En plus, donc qui est pas, c'est pas forcément le même sur toutes les versions. C'est un volant spécifique à l'AMG. Et effectivement, maintenant ils ont intégré en fait ce qu'on appelle le tempomat, comme ils appelaient ça il y a très longtemps, c'est le cruise control, enfin le régulateur de vitesse, ils l'ont intégré au volant alors que depuis, je sais pas, 25 ans ou 30 ans, il est au niveau du... sur le côté. C'est sur le côté, un peu comme les essuie-glaces. Là, voilà, ils ont intégré ça. Je dirais qu'ils ont fait comme tout le monde, hein, parce que donc les propriétaires de Mercedes seront décontenancés quand ils vont voir ça, mais finalement, ils ont fait un peu comme tous les constructeurs. Hein. Mais je trouve que le volant, il y a un peu trop de blocs différents, c'est pas très... ils auraient pu intégrer ça un petit peu mieux, mais... Je le répète, c'est une version AMG, donc le volant est spécifique, un peu sport, etc. Ouais, ça fait un peu japonais, j'ai presque envie de dire, quand on le voit comme ça, c'est très geek. Complètement. Alors, donc ça contrôle donc tout, le régulateur, et puis pas mal de fonctions avec les petits trackpads qu'on devine là sur le haut du volant. Les trucs noirs là qu'on voit là, qui sont de chaque côté, effectivement, c'est ce qu'on a sur la nouvelle classe E depuis un peu plus d'un an, et c'est effectivement, je trouve assez pratique parce qu'on peut valider, se balader et valider un peu partout. Celui de gauche est prévu justement pour l'écran des compteurs et celui de droite pour l'écran central. C'est pas mal. La prise en main de la voiture, ça doit bien durer 3 heures. Hein. Michel, t'en penses quoi, toi, de ce type de... Mais quand on achète ce genre de voiture, on se fait une petite formation, il faut une semaine, et puis après, c'est comme la série 7 de 2001, quand il y avait l'e-drive. Hein, il faut s'y faire, mais une fois que c'est ta voiture, Michel. Problème, hein. Non, mais une semaine de prise en main d'une Mercedes, ça c'est maintenant où l'ergonomie a été revue. Avant, c'était la vie de la voiture. Ils ont toujours eu un problème avec l'ergonomie chez Mercedes. C'est vrai que ça s'arrange avec la nouvelle classe E et avec cette classe S restylée. Et quand même, il faut reconnaître la beauté de cette planche de bord en vague. Elle est absolument magnifique. Cela étant, je voulais rebondir sur ce que disait Driss sur la version AMG. C'est pour qui une version AMG de la classe S? On est d'accord. On en parlait. On va en parler. On va pas acheter un monstre de 5 mais c'est un paradoxe quelque part. Et de 2 tonnes 5. Il va acheter une version coupée, il va acheter quelque chose de plus petit, de plus agile, de plus joueur. Ou alors c'est un milliardaire de gauche qui veut faire plaisir à son chauffeur. Enfin, je ne comprends absolument pas à qui c'est vendu. Il y a peut-être quelques clients chinois ou russes, mais sinon, je ne vois pas. Justement, Michel, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde maintenant la partie conduite de cette S63 AMG. Alors, je vais me mettre en mode Sport Plus, parce que c'est plus... il y a un meilleur son en mode Sport Plus, non? Quand même. Ouais. Il y a des clapets qui s'ouvrent. Il y a des clapettes partout, c'est métallique, c'est quand même assez sympa. Donc, c'est vrai que tu as eu l'occasion de rouler sur cette route, comme je fais en ce moment, là, le col de Vence. Avec une voiture de plus de 2 mètres de large. C'est ça, et de 5 mètres 24 de long, ou 5 mètres de 22, un truc comme ça. Voilà, on sent qu'elle prend un peu de place sur la route. Plus de 2 tonnes aussi, du coup, largement. Là, je pense qu'on a atteint les 2 tonnes 5 sans problème. Avec 612 chevaux quand même sur cette version 63 AMG. Alors moi, bon, si je peux démarrer un peu les critiques et les non critiques, hein, quand même, parce que en termes de critiques surtout, moi les freins, je trouve que c'est sous-dimensionné. On n'a pas de céramique carbone et je trouve qu'à l'usure là, c'est pas bon parce qu'on a ça. Je trouve que ça manque de réactivité en termes de quand on appuie, ça freine, mais c'est pas rassurant, je trouve. Ah oui, non là, si vraiment quelqu'un veut s'amuser à rouler fort avec sa Mercedes S63 AMG, parce que c'est vrai qu'il y en a la possibilité, comme tu es en train de le faire. Mais c'est clair qu'il faut des freins carbone céramique en autre chose. Non, après, c'est une voiture qui est exceptionnelle. Seul truc, mettez-nous de la céramique de série dans cette voiture, franchement, Mercedes. Ouais. Bon, admettons que la céramique carbone soit de série. On fait quoi? On l'achète ou pas? Si tu cherchais la voiture la plus chouette au monde, en fait, en termes de voyage, routière pure et dure, quoi. Alors, pour moi, une classe S, ça reste une limousine extraordinaire, et là c'est une version qui est complètement inutile de la classe S, c'est complètement superflu, c'est juste pour le délire, c'est juste pour le... C'est vrai que
quand on recherche la limousine la plus confortable possible, mais avec un petit côté complètement fou, une grande folie, avec du son et tout. Mais bon, voilà, ça c'est vraiment quand on a des moyens, on a envie de se faire plaisir avec une limousine. Vu qu'on est un peu foufou, on fait quoi, on l'achète ou pas? Alors, on peut l'acheter, oui, si vous avez vraiment les moyens. Sinon, après, toutes les autres versions de la classe S, notamment 500, les moteurs 6 cylindres en ligne diesel et essence, c'est une excellente limousine. Donc, moi, je l'achèterais. Voilà, si vraiment je cherche le truc, celle-là, je la prends. Bon, maintenant, j'ai pas l'argent et c'est 200 000. Il y a d'autres trucs aussi en attendant. Hein, on va dire ça. Voilà, Michel, t'as ta réponse, c'est totalement inutile, la S63MG. Tu l'as rendu malade, Cédric, j'ai l'impression. Non, il a tenu le coup un petit moment quand même, mais c'est vrai que je l'ai un peu secoué. Ça se voit, je m'en rendais pas compte, mais c'est vrai que ça se voit un peu sur les images. Pourtant, il les connaît, ces routes, notre ami Cédric. Les freins, t'en parles. Alors, j'ai regardé, les carbone céramiques, c'est 9 000 €, je crois. Ouais, comme chez Porsche, c'est à peu près le même prix. Comme chez Audi aussi. J'ai eu l'occasion d'essayer, alors justement, juste la semaine d'après, j'ai eu l'occasion d'essayer la Bentley, la Bentley Flying Spur restylée et la Porsche Panamera Turbo, histoire d'avoir des voitures à 200 000 € en face, à mettre en face, parce qu'on est sur des voitures à 200 000 quand même, là, à ce niveau-là. Et je dois dire que la classe S, cette nouvelle classe S, par rapport à une Bentley, en termes de confort, c'est étonnant. Elle est supérieure, à mon sens. Bon, la Porsche, j'avoue, je me suis plus amusé avec sur circuit. Mais voilà, je trouve que c'est un excellent compromis quand même, cette classe S, finalement, même en version sportive. Il manque cette petite option à 9 000 €. Et tout se passera pour le mieux, on va dire. Voilà, elle reste confortable. Quand on l'installe à l'arrière, quand on se met en mode confort, c'est quand même exceptionnel. Alors, parmi les concurrentes, on a donc également l'Audi S8 qu'on a évoqué, la BMW 760 Li, qui fait à peu près le même nombre de chevaux, 610 je crois. Et tout ça, ça tourne autour de 200 000 € hors option. Oui. Je sais pas trop combien de temps il nous reste, une minute. Voilà, écoute, Michel, tu as juste le temps de dire ce que tu en penses, si tu confirmes que ça sert à rien. Je confirme que ça sert à rien parce que c'est pas la philosophie d'une classe S. Vous parliez de Panamera, on peut parler de Maserati Quattroporte ou de choses comme ça, qui ont des lignes, qui ont une philosophie de voiture de sport aménagée pour recevoir quelques invités à l'arrière, mais la classe S, c'est juste l'inverse. Donc, la Porsche serait confortable aussi, je serais tenté de dire. Elle est extrêmement confortable à l'arrière. Donc il y a la Porsche bien sûr, mais il y a une autre philosophie beaucoup plus sportive. Ouais. Voilà, les cartes sont également redistribuées sur ce marché de l'ultra haut de gamme, l'ultra premium. Il me reste à vous remercier de nous avoir suivis. Merci Michel, merci Nico. On se retrouve la semaine prochaine. Merci aussi à Benjamin à la réalisation. En attendant, n'oubliez pas les rediffs et le replay. Parlez-en aussi à vos amis. Salut à tous.